Et si, au Sahel, le temps était l'arme la plus redoutable? Pas les fusils, pas les chars, mais chaque seconde arrachée ou perdue, chaque minute qui bascule le sort d'un village. Imaginez un village paisible au lever du jour, où soudain l'horloge s'arrête, l'attaque est lancée, la peur s'installe. Dans cet instant suspendu, ce n'est pas la force brute qui décide de l'issue, mais la rapidité de la réponse. Le temps ici devient une question de vie ou de mort. Dans le tumulte des conflits, une vérité demeure. C'est la maîtrise de l'horloge qui distribue la peur et l'espoir. Ici, la puissance de feu ou la taille des armées compte moins que la capacité à agir avant l'ennemi. Prenons par exemple la bataille d'Alger pendant la guerre d'Algérie. Ce n'était pas seulement le nombre de soldats français qui comptait, mais leur capacité à intervenir dans les minutes suivant une alerte. De même, dans le Sahel, chaque minute gagnée ou perdue change la donne. Des années durant, les groupes armés ont imposé leur tempo. Ils surgissaient frappaient un, puis s'évaporaient bien avant que l'État ne puisse réagir. Leur arme, la vitesse, le contrôle du rythme, la capacité à dicter le temps de la peur. On se souvient par exemple de l'attaque contre le village de Yirgou au Burkina Faso, où les assaillants n'ont laissé aucune chance à la population, disparaissant avant même l'arrivée des forces de sécurité, laissant derrière eux le silence et la stupeur. Mais au Burkina Faso, sous la houlette d'Ibrahim Traoré, la riposte s'organise. La doctrine a changé. Chaque minute de retard devient une défaite. Chaque instant gagné peut sauver une vie ou restaurer la confiance. Désormais, la priorité n'est plus la conquête du terrain, mais la rapidité de la réaction. C'est un basculement fondamental, qui rappelle la stratégie du Blitzkrieg utilisée par l'Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale, où la vitesse d'exécution primait sur la masse. C'est une révolution silencieuse. L'objectif, réduire l'écart entre menace et réponse, faire du temps une arme de souveraineté. Ignorer cette transformation, c'est risquer l'effondrement de l'espoir et voir la sécurité filer entre les doigts. Rappelons-nous de l'Afghanistan, où la lenteur de la bureaucratie militaire a souvent laissé les villages isolés à leur sort, sapant la confiance dans l'État. Qui maîtrise le temps, maîtrise la guerre. Et le Burkina Faso, aujourd'hui, tente de réécrire les règles d'un conflit dont l'enjeu n'est rien de moins que la survie et la dignité d'une nation. Il ne s'agit plus seulement de défendre un territoire, mais de prouver chaque jour que l'État peut protéger, surprendre et rassurer avant que la peur ne s'installe durablement. Mais ce bouleversement s'accompagne de nouveaux défis. Gagner la course contre la montre implique de tout repenser, du renseignement à la logistique. Prenons l'exemple du renseignement. Autrefois, il fallait parfois des heures pour que l'information d'un déplacement suspect remonte jusqu'au commandement central. Aujourd'hui, grâce à la numérisation, l'usage des téléphones portables et la formation des relais locaux, cette remontée peut se faire en quelques minutes. Mais cela suppose une confiance renouvelée dans les acteurs de terrain. Pourquoi les États africains perdent-ils presque toujours face à des groupes beaucoup moins équipés? La réponse, implacable, tenait en un mot, le temps. Dans le Sahel, pendant de longues années, la doctrine militaire classique s'enfonçait dans une lenteur fatale. L'État pensait devoir reconquérir chaque village, s'y installer, bâtir une présence, puis attendre la prochaine attaque. Tout était affaire de méthode, nettoyer, tenir, reconstruire, réagir. Mais cette stratégie avait un point faible, la perte de temps dans les méandres du commandement. Les informations du terrain remontaient par d'interminables chaînes hiérarchiques. Chaque décision attendait sa validation à plusieurs niveaux. Pendant ce laps de temps, les insurgés frappaient, puis disparaissaient, invisibles bien avant l'arrivée des renforts. Les soldats arrivaient trop tard, ne trouvant que des traces de violence et une peur contagieuse. Cette peur, loin d'être un simple effet secondaire, devenait l'arme principale des groupes armés. Là où l'État tardait à réagir, les habitants se retrouvaient seuls, coincés entre deux mondes, celui d'une autorité lointaine et celui d'insurgés fantomatiques mais omniprésents. L'absence de réaction rapide nourrissait rumeurs et panique. Peu à peu, la peur devenait structurelle, un socle sur lequel les groupes armés asseillaient leur pouvoir, village après village. Ainsi, la lenteur institutionnelle ne protégeait pas, elle exposait. Plus le délai entre l'alerte et l'intervention s'allongeait, plus les groupes armés gagnaient de l'assurance, de l'ancrage et de la crédibilité auprès de populations abandonnées. L'État, incapable de répondre à temps, voyait sa légitimité s'effriter. Désormais, la souveraineté ne se jouait plus seulement sur la carte, mais dans la course contre la montre. Chaque minute de retard coûtait une victoire. S'accrocher à ce modèle, c'était offrir aux groupes armés un avantage inestimable, celui de choisir l'heure, le lieu et la durée de chaque affrontement. Pire encore, c'était risquer de perdre à jamais la confiance populaire au profit de l'ombre et de la loi du plus rapide.
un scénario comparable à la guérilla vietnamienne contre l'armée américaine, où la mobilité et la rapidité des Viet Cong ont souvent pris de court des unités bien plus lourdes et hiérarchisées. Devant ce mur, certains États ont tenté une rupture radicale. Une nouvelle doctrine est née, ne plus courir après le territoire, mais après le temps. Faire la guerre à la vitesse de la menace. Le tempo et non la lenteur comme clé de la reconquête. Cette approche se rapproche du concept de guerre de mouvement cher à Napoléon, où la capacité à surprendre et anticiper dictait l'issue des batailles. Mais ce bouleversement de doctrine n'a rien d'abstrait. Au Burkina Faso, il s'incarne dans des choix concrets, des paris risqués et des conséquences immédiates sur le terrain. Prenons le cas précis de la province du Soum. Là, les patrouilles sont désormais équipées de moyens de communication en temps réel et chaque chef de groupe a l'autorité de lancer une intervention sans attendre une validation écrite. Cette autonomie a permis de sauver des familles entières lors de l'embuscade de Tongo-Mayel, où une réaction immédiate a déjoué un massacre annoncé. Et si la guerre se jouait à la seconde près. Au Burkina Faso, l'armée a rompu avec des décennies de tradition. Sous le commandement du capitaine Traoré, la rapidité devient la mesure ultime du succès. Chaque minute d'avance, chaque seconde gagnée pèse désormais plus lourd que n'importe quelle conquête territoriale. Cette révolution rappelle l'expérience israélienne lors de la guerre des 6 jours, où la rapidité du déclenchement des opérations a permis de neutraliser l'ennemi avant même qu'il ne s'organise. La doctrine Traoré impose une nouvelle équation. Le temps prime sur la carte. L'enjeu n'est plus d'étendre son emprise, mais de répondre avant que la peur ne s'installe. Désormais, le chronomètre supplante la boussole militaire. Concrètement, cela signifie que des unités mobiles dorment au plus près des villages vulnérables, prêtes à bondir dès le premier signal d'alerte. Au lieu d'attendre de longues heures dans des bases éloignées, elles surgissent en quelques dizaines de minutes. Pour accélérer, les forces burkinabées misent sur des unités mobiles et autonomes. Reliées sans délai, elles n'attendent plus d'ordre venu d'en haut. À la moindre alerte, la riposte s'organise en un éclair, brisant la lenteur fatale qui favorisait l'ennemi. Cette approche s'inspire des task force américaines en Irak, capables de mobiliser un détachement en moins de 15 minutes après un signalement. L'intelligence n'est plus figée dans des rapports poussiéreux. Chaque information déclenche une action immédiate, pas une réunion interminable. Ainsi s'efface l'intervalle où les groupes armés imposaient leur rythme et disparaissaient dans la nature. On observe également l'intégration de drones civils pour la surveillance, une innovation partagée par la police brésilienne dans les favelas de Rio afin de réagir instantanément à toute activité suspecte. Mais ce pari sur la vitesse exige de repenser la confiance. Les soldats de terrain prennent des décisions sous pression, parfois avec des données incomplètes. L'autonomie devient une arme à double tranchant. Aller vite, c'est aussi accepter la possibilité de l'erreur. Cette pression sur les épaules des jeunes officiers rappelle celle des commandants de sous-marins pendant la guerre froide, qui devaient parfois décider en quelques secondes de la riposte à une menace perçue. Le moindre faux pas peut coûter cher. Un tir précipité blesse un civil, la confiance s'effondre, et l'État perd d'un coup la légitimité chèrement regagnée. La rapidité protège, mais elle expose chaque intervention à une dangereuse équation entre urgence et discernement. Pour éviter ces dérives, l'armée burkinabé organise désormais des formations express en éthique du combat et en gestion de crise, inspirées des modules d'intervention rapide des casques bleus de l'ONU. Pourtant, là où la doctrine s'applique, l'effet est palpable. Les marchés rouvrent, les routes se repeuplent, la vie reprend, parfois juste pour quelques jours, mais c'est déjà un espoir. Les habitants sentent que l'État peut, enfin, précéder le chaos et cette promesse change tout. Dans le village de Barsalogo, par exemple, la célébration du marché hebdomadaire est redevenue possible, signe que la peur recule. Le Burkina Faso ne cherche plus des victoires de façade. Il tente de reconquérir la souveraineté, non par le territoire, mais par le temps arraché à la peur. Cette stratégie s'inspire aussi des expériences de stabilisation post-conflit en Sierra Leone, où la rapidité du retour des services publics a fait toute la différence pour la confiance des populations. Mais cette révolution temporelle n'est pas sans zone d'ombre, car accélérer le tempo, c'est aussi risquer de perdre le contrôle ailleurs. L'exemple de la Somalie, dans les années 90, rappelle que trop de précipitation peut conduire à des bavures, voire à des échecs retentissants si la logistique et la formation ne suivent pas. Quand l'État va plus vite que la peur, ce n'est pas seulement la guerre qui change de camp. C'est la souveraineté elle-même qui se métamorphose, prenant un visage inédit, plus audacieux, plus local. Les autorités locales, naguère marginalisées, deviennent des acteurs centraux,
capable de déclencher ou d'arrêter une opération en quelques minutes. En redéfinissant la gestion du temps, le Burkina Faso a brisé l'ancien schéma de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Pour la première fois, l'État impose son propre rythme, non par la force brute, mais en dictant le tempo. Chaque seconde arrachée à l'ennemi repousse l'influence extérieure, rendant le pouvoir de décision plus direct, plus africain. Ce phénomène s'observe également au Niger, où le mouvement Tazarché réclame plus d'autonomie et de réactivité face aux menaces. Cette rupture dépasse les frontières. Au Mali, au Niger, la jeunesse, les militaires et les civils observent, s'interrogent. Des slogans émergent exigeant la même rapidité d'action. Une onde d'autonomie traverse la région, insufflant l'espoir que peut-être la sécurité n'a plus besoin de venir d'ailleurs. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans cette contagion du tempo, transformant chaque réussite burkinabé en modèle régional. Mais à l'ouest, l'inquiétude grandit. Les chancelleries, les ONG, les grandes institutions internationales voient dans cette accélération une possible faille. La vitesse, disent-elles, peut rimer avec perte de contrôle. Moins de procédures, c'est parfois plus d'erreurs, plus de risques pour les civils. Ce modèle qui bouscule les règles force tout le monde à s'adapter, même ceux qui guidaient jusque-là l'agenda sécuritaire africain. Par exemple, des ONG humanitaires rapportent déjà des difficultés à coordonner l'aide dans des zones où les opérations militaires changent de tempo du jour au lendemain. À l'intérieur, l'effet boomerang est immédiat. Plus l'État répond vite, plus le peuple exige des résultats. La société s'accoutume à cette réactivité, à cette proximité nouvelle avec l'appareil sécuritaire. Mais chaque intervention rapide s'accompagne d'une attente. La stabilité ne doit pas seulement revenir, elle doit durer. Plus question de retomber dans la lenteur bureaucratique. La vitesse doit devenir une institution. Ce phénomène a été observé en Côte d'Ivoire après la crise post-électorale, où le retour rapide de la sécurité a généré des attentes immenses pour la reconstruction. Pourtant, c'est là que le danger se profile. Accélérer sans relâche, c'est risquer l'épuisement des forces, l'usure des hommes, la saturation des structures. Si l'État trébuche, si la machine s'enraye, la confiance populaire, si difficilement reconstruite, peut s'évaporer aussi vite qu'elle est revenue. Et ce vide, les groupes armés l'attendent, prêts à réinvestir le terrain de la peur. L'histoire du Libéria post-guerre civile en témoigne. La démobilisation trop rapide des milices a laissé place à une résurgence de l'insécurité. Finalement, tout se joue sur une corde raide. Le Burkina Faso a saisi l'initiative, mais il doit maintenant prouver que cette vitesse peut se transformer en solidité, en institution capable de durer. Sinon, la déception sera à la hauteur de l'espérance, et le cycle de défiance pourrait repartir plus fort qu'avant. Pour cela, plusieurs étapes concrètes sont nécessaires. Investir dans la formation continue des forces, renforcer la logistique, mais aussi associer les populations à la gestion de la sécurité, comme le montre l'exemple du Rwanda post-génocide, où la reconstruction de la confiance a reposé sur la participation communautaire. Reste à savoir si cette transformation du temps en arme peut vraiment tenir sur la durée. La prochaine étape s'écrit maintenant, sous le regard de tout un continent. Les voisins scrutent chaque mouvement, chaque réussite, mais aussi chaque échec, prêts à s'inspirer ou à s'écarter du modèle burkinabé selon les résultats. Que reste-t-il lorsque la rapidité ne suffit plus ? Quand l'adrénaline retombe, une obsession s'installe. La victoire peut-elle survivre sans socle solide ? Le retour à la vie normale ne dépend pas de la vitesse des soldats, mais de la persévérance des services publics. Écoles, tribunaux, administration. Voilà les piliers d'un quotidien stable, bien plus qu'aucune opération éclair. On pense à la reconstruction du Mozambique après la guerre civile, ou le retour des enseignants et des soignants dans les campagnes a consolidé la paix. Au Burkina Faso, la doctrine du tempo a offert un précieux répit. L'État a repris la maîtrise du temps, inversant le rapport de force. Mais cette avance est fragile. Restaurer des institutions exige des mois, parfois des années, alors qu'il suffit de quelques jours pour reprendre un village. La patience des populations n'est pas infinie et chaque retard dans la reprise des services essentiels ranime la défiance. C'est là tout le paradoxe. Ce que la rapidité militaire a conquis, la lenteur administrative peut le dissoudre. Si l'investissement civil n'emboîte pas le pas, la victoire devient illusion, vite balayée par la déception et la peur du retour à l'insécurité. Ce scénario s'est produit à maintes reprises en Centrafrique, où l'État peine à transformer les succès militaires en paix durable faute de moyens administratifs. Les populations ont goûté à la protection immédiate, à la délivrance soudaine. Leur tolérance aux lenteurs a fondu. Files d'attente, incertitudes, retards à l'école ou au dispensaire deviennent insupportables.
La patience a rétréci, réduisant d'autant la marge d'erreur de l'État. Pour y répondre, certains villages ont mis en place des comités de veille citoyenne, accélérant la transmission des besoins au sommet de l'État. Le défi s'aiguise ici. Réussir la transition. Transformer la brèche ouverte par la rapidité en fondation durable, sans épuiser les ressources ni l'espoir collectif. Il ne s'agit plus de déplacer des bataillons, mais de ramener enseignants, juges, fonctionnaires dans les zones longtemps délaissées. L'expérience du Sénégal, après la fin de la rébellion en Casamance, prouve que ce retour des services publics est le vrai garant de la paix. Car, sans institutions robustes, les victoires militaires s'évaporent. L'expérience du Burkina Faso deviendrait alors un avertissement, non un modèle. La population, déçue par des promesses non tenues, pourrait replonger dans le doute. Les groupes armés n'attendraient pas longtemps pour ressurgir. Pour éviter ce piège, il est crucial de mettre en place des plans de reconstruction accélérés, associant ONG, État et communautés locales dans une logique de co-construction. Comment alors transformer ce temps arraché à l'ennemi en progrès véritable pour toute la société ? Au-delà de la vitesse et du choc initial, la vraie bataille se joue dans la capacité à réancrer l'État dans le quotidien. Reste à savoir si le Burkina Faso parviendra à faire de ce tempo une nouvelle normalité, ou si le souffle retombera, laissant place à l'incertitude. L'histoire récente de la Côte d'Ivoire montre que seule la réconciliation nationale et le retour effectif des services dans les villages peuvent ancrer la paix sur le long terme. La question n'est plus de savoir qui franchit la ligne en premier, mais qui continue d'avancer lorsque la poussière retombe et que la clameur se tait. Les vrais bâtisseurs sont ceux qui savent durer, qui investissent le temps long sans relâcher la vigilance du quotidien. Dans le Sahel, le temps est devenu la véritable arme. Chaque seconde arrachée à la peur, chaque hésitation transformée en action, marque une victoire. Le Burkina Faso, en accélérant ses décisions, a inversé la logique. Pour la première fois, depuis de longues années, l'État n'est plus condamné à subir, mais ose reprendre l'initiative face à ceux qui se mettent dans la terreur. Mais courir plus vite n'efface pas le danger. Accélérer la riposte a fait naître d'immenses bonnes attentes. Les populations, soulagées par le recul apparent de la peur, exigent désormais des preuves durables. La promesse d'une réaction rapide devient un contrat à honorer. Comment combler l'après-urgence lorsque la sirène s'éteint et que l'exigence de reconstruction s'impose ? C'est là que le défi s'aiguise. Gagner du temps sauve des vies, mais ne rebâtit pas en un clin d'œil des villages détruits, ni ne soigne les blessures invisibles. La rapidité peut rallumer l'espoir, mais si cet espoir n'est pas consolidé, la désillusion s'abattra avec une violence accrue. Le futur du Sahel et peut-être de régions bien au-delà dépend de ce fil ténu. Transformer la victoire contre la peur en renaissance solide avant que la lassitude ne l'emporte. Rien n'est acquis. Les triomphes les plus retentissants laissent parfois place à des silences lourds, à des attentes déçues. Ce n'est pas la seule rapidité qui scellera le destin du Burkina Faso ou du Sahel, mais la capacité à tenir, à reconstruire, à inscrire l'instant dans la durée. Les anciens combattants, les jeunes, les femmes attendent désormais plus qu'une parenthèse. Ils veulent une paix qui s'installe, une normalité retrouvée. Merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'ici. Ce qui se joue aujourd'hui, dans la poussière et l'urgence du Sahel, pourrait bien inspirer ou avertir partout où la peur tente d'imposer sa loi. Restez vigilants. La vraie bataille, celle du temps retrouvé, ne fait que commencer. Chacun, à son niveau, peut participer à cette reconquête du temps, par l'éducation, l'engagement citoyen ou la vigilance quotidienne. Car le temps, une fois maîtrisé, devient la première pierre d'un avenir